Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents, d'être là. Nous attendons Clara Royer, qui est la traductrice du crématorium froid, qui doit arriver dans pas longtemps. Donc je vais commencer avec Isabelle Cohen et Ananda Devi la conversation. Dans une seconde partie, j'organiserai une conversation entre vous, mais je vais commencer par passer un moment avec chacune de vous pour parler de vos livres respectifs. Je vais commencer avec vous, Ananda Devi. Vous êtes née à l'île Maurice, votre famille est d'ascendance indienne. Vous habitez, je le dis parce que c'est important, une petite importance pour la suite, dans l'Ain, près du château de Ferney-Voltaire. Vous êtes romancière. Ce livre est un récit qui s'inscrit dans une collection, Ma nuit au musée, dans laquelle un écrivain doit choisir un musée, on ne lui impose pas un musée, et raconter ce qui se passe pendant la nuit. Ce qu'il voit, quels souvenirs reviennent, ce à quoi il pense. Vous avez choisi la prison Montluc, ou de Montluc, ça dépend. La prison Montluc, qui est à Lyon, qui a été construite en 1921, qui a été une prison militaire, puis une prison où Vichy envoyait des prisonniers. Ensuite, redevenue une prison après la guerre. En 1997, l'aile des hommes a fermé. Et en 2009 seulement, donc il y a assez peu de temps, l'aile des femmes a fermé. Y ont été enfermés pendant la Seconde Guerre mondiale Jean Moulin, Marc Bloch, Raymond Aubrac, les enfants d'Isieux, donc 44 enfants. Et quand Barbie a été retrouvée et extradée en France, Robert Badinter a demandé qu'il soit envoyé, en attendant son procès, à la prison Montluc. Ananda Devi, lorsque vous écrivez qu'en rentrant dans la prison, vos jambes tremblent, vous vous dites il y avait un lieu pas loin de chez moi, c'est trop bête, j'aurais peut-être dû le choisir, mais en fait non, j'ai fait le bon choix. Vous arrivez sous une pluie battante, un jour de mars 2023, il y a la grève, il n'y a pas de train, vous remplacez le train par un bus, donc vous arrivez lessivé à la prison. Est-ce que vous pouvez décrire le lieu qui est devenu un mémorial, à quoi il ressemble? Oui, bonsoir à tout le monde, merci d'être là. En fait, ce lieu, je l'avais déjà découvert dans le cadre d'un prix littéraire, le prix Montluc, Résistance et Liberté, où un de mes romans a été sélectionné. Donc on m'a proposé de le visiter. Comme c'est à Lyon et que j'habite à Ferney-Voltaire, ce n'était pas très loin et j'y suis allée. Et quelqu'un m'a dit, vous verrez, ça ne laisse pas indemne. Et c'est absolument vrai. Dès que j'ai visité cette prison, j'ai senti qu'il y avait vraiment une charge, un poids de l'histoire, de la douleur, de la violence. Et pour peu qu'on soit un peu sensible à ce genre je dirais, de vibrations ou d'ondes de ce qui demeure de l'histoire des hommes, je l'ai ressenti tout de suite. Et d'ailleurs, ça s'est exprimé sous forme d'un mal de dos fulgurant. Mais quand on m'a proposé donc de participer à ce projet Ma nuit au musée, il s'agit d'écrire un livre à partir d'une nuit blanche passée en principe dans un musée. Mais il faut aussi penser à un lieu qui soit suffisamment fort et qui nous inspire suffisamment pour pouvoir écrire un livre là-dessus. Ce n'est pas si simple. Mais je savais tout de suite que ce serait quelque chose de dur, de difficile à vivre, mais aussi qui me permettrait peut-être
de me pousser un peu au-delà de ce que je fais d'habitude, d'aller un peu plus loin dans l'exploration de la violence, des ténèbres humaines. Mais ce jour-là, donc de mars 2023, où je devais y aller, on dirait que toutes les circonstances s'alliaient pour m'empêcher d'y aller, au point où je me disais, ce sont peut-être des signes, donc le déluge, comme hier, plus ou moins. Les grèves, j'arrive à la gare, il n'y a pas de train, il faut prendre le car. C'était assez épique. Et puis on arrive dans ce lieu et là, on bascule dans un autre univers, je dirais. Vous écrivez que vous arrivez avec une omniprésente culpabilité. Elle est liée à quoi? Il y a beaucoup de formes de culpabilité. Je crois que pour les femmes, on est quand même très chargé par rapport au rôle que nous jouons, que nous assumons dans la vie, rôle de fille de nos parents, de sœurs, d'épouse, de mère, voire de grand-mère, et que souvent les femmes sont appelées à être le plus parfait possible dans ces différents rôles. Si on néglige une part, on a l'impression que ben voilà, c'est notre faute, etc. Mais il y a aussi cette culpabilité de ne pas avoir connu des souffrances, les souffrances qu'ont connues les prisonniers de Montluc, et donc de venir là pendant une nuit, me prendre pour une prisonnière plus ou moins pendant d'une nuit, alors qu'eux ont été emprisonnés pendant des années. Ils ne savaient pas le lendemain s'ils allaient être encore en vie ou mourir ou être déportés. Donc il y a tout ça qui s'accumule et qui devient un questionnement de est-ce qu'on a le droit de s'emparer de ces souffrances-là? Les portes des cellules, écrivez-vous, ont été enlevées. Et dans chaque cellule, il y a un cartel avec des photos. Vous pouvez décrire est-ce que chaque cellule est attribuée à quelqu'un? Oui, chaque cellule est attribuée à quelqu'un. Alors, le mémorial a fait un gros travail de recherche et donc, pour beaucoup, ils ont pu retrouver les cellules où les prisonniers ont vraiment été incarcérés. Pour d'autres, ils ne pouvaient pas retrouver parce que ces personnes étaient déjà mortes, il n'y avait pas de traces. Mais de toute façon, dans chaque cellule, il y a une photo et un petit descriptif de l'action qu'a engagé ces résistants et résistantes. Mais au bout d'un moment, en parcourant le lieu, en regardant les photos, je me disais que ces descriptifs étaient peut-être trop froids, trop brefs, que ça ne disait pas une vie, ça ne disait pas un individu, on ne voyait pas la personne. Donc finalement, je me concentrais plutôt sur les photos, sur les regards, pour essayer de toucher un peu à qui ils étaient, ces personnes. Il y a un millefeuille de mémoire et de tragédie à la prison Montluc, parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi des Algériens qui ont été emprisonnés. Et dans votre livre, donc vous passez d'une mémoire à l'autre. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, il y a un personnage sur lequel vous vous arrêtez et qui est lié à une autre période historique, qui est André Devigny. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de lui? Oui, donc quand on visite la prison, ceux qui font visiter le mémorial nous parlent en particulier de lui parce que c'est le seul à avoir réussi à s'évader de la prison. Et il a écrit donc 2 livres sur son passage par la prison de Montluc, sur son engagement dans la résistance aussi. Et je crois qu'il était l'un des plus jeunes prisonniers de la résistance. Compagnon de la Libération. Oui.
Et Robert Bresson a réalisé dans les années 50 un film tiré de son livre Un condamné à mort s'est échappé, qu'il a filmé dans la prison même. Mais quand Devigny raconte son histoire avec des mots très simples, sans faire de surenchère, il n'en a pas besoin, il a traversé tout cela. Il raconte les tortures que lui fait subir Klaus Barbie. Et à un moment donné, il a ces mots, il a dit, pour expliquer comment il pouvait soutenir ces tortures vraiment effroyables, que ma vie ne comptant plus pour moi, je leur enlevais tous leurs atouts. C'est comme s'ils n'avaient plus d'emprise sur lui. Il ne cédait pas aux tortures parce qu'il se disait ben, si je meurs, je meurs. Voilà. Par contre, d'autre part, il avait un instinct de survie extraordinaire. Donc, il essaie plusieurs fois de s'évader. Et il va finir par réussir. Et quand on est dans la prison et qu'on la regarde, qu'on y est, parce qu'elle a été maintenue en l'état, en fait. C'est ça qu'il faut aussi se mettre à l'esprit. C'est que c'est une prison qui date de 1921. Les cellules font 4 mètres carrés. Et elles étaient supposées être pour une personne. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait jusqu'à 10, souvent plus. Et il réussit à s'échapper par les verrières qui forment le plafond, le toit de la prison. Et donc c'est un moment de courage et d'un instinct de survie extraordinaire qui fait que dans le livre, ça donne quand même un moment d'espoir, oui. Probablement, on peut dire ça, un souffle au milieu de toutes ces histoires très sombres. Mais par contre aussi, après, en faisant des recherches sur lui, je vois qu'il s'est réengagé dans l'armée française après la guerre. Et au moment de la guerre d'Algérie, il va être dans l'armée française. Et certains se posent la question, est-ce qu'il a fait subir aux Algériens, parce qu'on sait qu'il y a eu des tortures aussi, évidemment. Donc est-ce qu'il a fait lui ce que lui, il a subi? Mais dans ses livres, qu'il écrit qu'il écrit quand même après, mais où il ne raconte que cette partie de son emprisonnement, et de sa fuite, il dit quand même à certains moments qu'il ne pardonne pas à ceux de ses compatriotes qui ont appliqué les mêmes méthodes que les Allemands. Et donc ça me porte à penser qu'il n'aurait pas commis de telles tortures lui-même. Mais ça fait aussi comprendre que chaque être humain est ambigu et complexe et qu'à différents moments, on peut être des héros, mais on peut aussi être l'autre face, l'autre vers de la médaille. Et que l'histoire fabrique des héros, mais en fait, il faut savoir que ce sont des êtres humains comme vous et moi. S'il a écrit ça, on peut lui faire confiance? Vous lui faites confiance? Oui. Oui, j'aimerais croire, oui. L'Algérie et l'emprisonnement des Algériens est une autre partie de votre livre, très, très belle. Est-ce que vous connaissiez, par exemple, André Devigny, vous connaissiez sa biographie, vous saviez que des Algériens avaient plus tard été enfermés à la prison Montluc, que 11 avaient été exécutés. Est-ce que vous vous êtes renseigné avant de venir passer cette nuit blanche? En fait, j'ai choisi de me renseigner très peu pour pouvoir avoir entré dans l'expérience elle-même, c'est-à-dire de la vivre de manière complètement, je dirais, comme une page blanche, et que le livre peut-être s'écrirait à travers cette expérience vécue sur l'instant au fur et à mesure que la nuit se déroule. Par contre, j'avais effectivement lu un livre sur la prison, mais à partir de 1945,
c'est un historien qui s'appelle Marc-André qui l'a écrit. Et là, il parle des Algériens. Et ça, je l'ai lu avant d'aller à Montluc. Donc, du coup, j'avais aussi cet autre regard. Je savais, ils ne sont pas là, ils ne sont pas représentés. Il n'y a pas des photos. Mais je savais qu'ils étaient là, qu'ils avaient été emprisonnés, donc condamnés à mort. Et 11 avaient été guillotinés sur place à Montluc même. Donc ça aussi, cette présence-là aussi a été très, très forte pendant ma nuit. Rien ne rappelle, il n'y a pas de photo, mais il n'y a rien d'autre qui rappelle la présence des Algériens. Il y a une petite pancarte dans un lieu d'exposition où il y a l'histoire de Montluc est retracée. Mais je crois comprendre que maintenant, ils vont faire plus de recherches et essayer de mieux représenter cette partie-là de l'histoire de la prison. Il y a eu, il y a quelques mois, avant la sortie de votre livre, je crois, un voyage de presse à la prison Montluc. Qu'est-ce que vous avez observé? Quelle réaction avez-vous observé chez ceux qui découvraient la prison? Je crois que tous les journalistes ont été vraiment aussi très profondément remués et bouleversés par le lieu. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas eux-mêmes à ressentir ce poids, cette charge, cette lourdeur. Dès qu'on entre en fait à l'intérieur même de la prison, on a l'impression de se retrouver à cette époque qu'on est alors qu'elle se trouve au milieu de la ville, elle n'est pas loin de la gare principale de Lyon. Mais à l'intérieur, il y a une sorte de silence qui s'établit. Il y a une sorte on élimine tout ce qu'il y a autour, toute cette ville qui est pourtant une grande ville bruyante. Et là, on est dans un temps suspendu. Et je crois que la plupart, en tout cas, des journalistes qui étaient là, l'ont ressenti très profondément. Et je le vois aussi à travers les articles qu'ils ont écrits. Il y a une émotion, une charge d'émotion qui en est sortie. J'ai une dernière question. À la fin de votre livre, il y a un texte en italique dans lequel vous revenez sur le texte que vous avez écrit. Cela fait 1 an que vous avez écrit ce texte. Qu'est-ce qui, pourquoi vous avez eu besoin de cet appendice-là? Il faut dire que j'ai pris plus ou moins 1 an, donc à partir de mars 2023, avec les recherches, les réécritures, etc. Je l'ai terminé plus ou moins 1 an après. Mais pendant tout le temps que j'écrivais le livre, il y avait les échos du monde, il y avait tout ce qui se passe, les conflits, les tueries, les bombes, les migrants qui meurent. Et tout ça était en train de pénétrer dans l'écriture du livre lui-même. Je n'avais pas l'impression que je parlais du passé. J'avais l'impression que j'étais dans un temps qui se poursuivait, qui n'avait jamais été, c'était jamais terminé. Et donc j'avais beaucoup de mal à terminer le livre. Et à la fin, c'était presque avec une sorte de désespoir que je crois que je commence à répéter. Bon, il faut en finir. Alors, je dois finir. Je ne peux pas finir. Finissons-en. Quand est-ce qu'on en finira avec toute cette violence? Et il y a une espèce je sais pas, pour moi, c'était comme une sorte de cri de désespoir. Parce que des événements étaient en cours et sont toujours en cours qui faisaient écho, qui résonnaient avec Absolument. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Clara Royer, bonsoir. Alors, oui, il faut appuyer sur le... Bonsoir et toutes mes excuses pour cette arrivée tardive. Vous êtes la traductrice du crématorium froid. Vous êtes docteur en littérature hongroise et slave, spécialiste d'Imre Kertész, dont vous avez écrit une biographie. Et ce texte, le crématorium froid, vous ne le connaissiez pas, vous l'avez découvert lorsque les éditions Stock sont venues vous demander si vous souhaitiez le traduire. Vous l'avez traduit et postfacé.
En 2025, ce livre sera traduit en 15 langues, dans lesquelles il n'était pas traduit jusqu'ici. C'est le cas du français. Comment expliquez-vous, Clara Royer, que ce texte si important soit resté méconnu, y compris de vous, alors que vous êtes savante en la matière? Bon, pas si savante, hein, la preuve. En réalité, je crois que donc, ce texte qui a été publié en 1950 dans la Yougoslavie de Tito, en hongrois, c'est-à-dire une langue qui est minoritaire en Yougoslavie. Il y avait une minorité, il y a toujours une mais moins importante minorité hongroise au nord de la Serbie actuelle. Et malheureusement, ce texte n'a jamais vraiment dépassé les frontières de la Yougoslavie jusqu'à très récemment. C'est aussi parce que, voilà, ça fait partie de c'est typique de ces petites littératures minoritaires. Alors déjà, connaître la littérature hongroise, vous imaginez, quand elle vient de Budapest, c'est quelque chose. Mais alors, une littérature hongroise qui vient d'une région transfrontalière, c'est même impossible. Donc déjà, je pense que c'est vraiment le principal problème, même si le neveu de l'écrivain, qui est l'un des acteurs clés dans la redécouverte de ce texte et qui a poussé à sa traduction, avançait le contexte de la guerre froide, le fait que ça sort en plein macartisme, enfin quand aux États-Unis on fait la chasse aux sorcières, mais après tout, la France, pour ne donner qu'un exemple, n'a jamais eu besoin certainement pas dans les années 50, on n'avait pas besoin de savoir ce qui se traduisait en anglais pour traduire des choses d'autres littératures. Borges, c'est la France qui l'a découvert, par exemple. Bon, donc on peut avancer plusieurs facteurs historiques, mais je crois vraiment que c'est cette problématique de la provincialisation, de la double minorité, c'est-à-dire qu'on est face à un auteur, enfin la triple minorité. C'est hongrois, c'est une langue très minoritaire dans le concert des langues littéraires mondiales. C'est en plus en Voïvodine, une petite province pas très bien connue de la Yougoslavie, qui jadis a appartenu à la Hongrie, mais voilà. C'est un écrivain juif sur un sujet qui était compliqué. Pas besoin de refaire l'historique de la littérature de la Shoah, mais on sait que ça s'est canonisé par plusieurs vagues, ça a été compliqué. Voilà. Mais c'est une œuvre dont je crois et je suis heureuse de voir que je ne suis pas la seule dans les échos que j'ai de lecteurs qui m'écrivent ou qui publient des avis ou de gens avec qui je parle, que je pense que c'est une œuvre qui prend sa place pleinement aux côtés de celle de Primo Levi, de Charlotte Delbo, de Robert Antelme, de David Trousset, comme Nicolas Veil du Monde me l'a fait remarquer il y a 3 jours. Bah oui, c'est vrai, il a raison. Voilà, donc je suis vraiment très fière. C'est vrai, je suis vraiment très fière d'avoir pu le passer, d'avoir pu me faire la médiatrice de cette œuvre et de le faire découvrir au lectorat français. Et c'est une chance. Enfin, c'est vraiment, voilà. Vous savez, pour la petite anecdote, j'étais enceinte jusqu'aux dents quand j'ai reçu le texte hongrois. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais t'es folle. Enfin, tu vas pas traduire ça alors que tu seras en train de le traduire, tu seras encore en train d'allaiter. Enfin, il sera tout petit. Il fallait que je le rende en octobre, mon fils est né fin avril. Et j'ai lu, et au bout de 10 pages, je me suis dit, non, tu peux pas passer à côté de ça. C'était viscéral. Et vous savez, quand il y a des rencontres viscérales, une idée, un livre, un film, vous dites, bon, bah voilà. Donc tant pis si je ne le connaissais pas avant, mieux vaut tard que jamais, comme mon arrivée aujourd'hui. Vous avez parlé du Monde, il y a un article aujourd'hui dans le Monde des livres sur le crématorium froid. On va dire quelques mots de l'auteur, Joseph Brunner. Il est né en 1905 à Budapest, donc, dans l'Empire austro-hongrois, dans une famille de juifs assimilés. Ses parents fuient vers 1919-1920. Ils fuient des pogroms. Ils ne vont pas à Vienne, mais ils vont à Sombor, une ville de la Bačka, qui est une région
appartenant au royaume de Yougoslavie, ce qui explique que Joseph Brunner, qui a pris le nom de Debreceni, soit un Hongrois de Yougoslavie. Joseph Brunner, il était poète, il était avant tout poète, journaliste. Il écrit, publie de la poésie sous le nom de Debreceni en hommage à la ville de Debrecen, où ses aïeux étaient établis. Il est traducteur aussi. Il doit, comme beaucoup d'autres juifs, renoncer à sa profession, qui est une profession libérale de journaliste, comme le demande le Parti des Croix fléchées. Et à la toute fin de la guerre, en 1944, la Bačka est réintégrée, donc cette région dans laquelle il habitait est réintégrée à la Hongrie. Donc il va subir, la Hongrie est alliée avec l'Allemagne nazie, il va subir la législation antisémite et il est déporté à Auschwitz. Eichmann est arrivé en mars 1944 à Budapest. Il y a 447 000 personnes déportées. Il est déporté, il revient un peu plus d'un an après, veuf, il était marié et orphelin. Et il se met à écrire ce texte à la fin des années 40 qui est publié en 1950. Et vous écrivez dans la postface Clara Royer, que lorsque le texte paraît, il est recensé, il y a plusieurs critiques, mais pas une seule fois le mot juif est écrit. Or, la spécificité de ce texte, et vous parliez de la difficulté de l'édition des témoignages sur la Shoah, la spécificité de ce texte, c'est qu'il insiste sur la singularité de l'extermination des Juifs parmi les autres exterminations. Oui, alors, il insiste, il parle beaucoup de Juifs. Il ne noie pas. Voilà. Ce n'est pas un récit. Oui, oui, ça marche toujours. Oui, ça marche. Oui. Oui, alors la réception en Yougoslavie, elle est complexe parce que alors déjà la Yougoslavie, vous savez, ils se sont fâchés avec le bloc soviétique en 1948. Donc c'est un peu différent de ce qu'on connaît pour le soi-disant bloc de l'Est. La Yougoslavie, c'est un peu le cavalier seul dans cette Europe socialiste de l'après-guerre. Et la mémoire juive, elle est compliquée en Yougoslavie d'une autre façon qu'en Hongrie, que dans la Hongrie voisine, parce que Tito disons le régime titiste et Tito en particulier, il est assez ambivalent. Il était très proche. Un des idéologues principaux du titisme, c'était un ancien rabbin. Donc voilà, c'est pas il n'y a pas d'antisémitisme d'État. Mais les choses vont beaucoup changer avec 67. Voilà, ça c'est comme partout d'ailleurs. Et là, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que la Yougoslavie, c'est vraiment l'État dans lequel il y a plein de nationalités. Est-ce qu'on peut parler de minorité? C'est compliqué. Enfin, il y a plein de nationalités différentes. Donc Tito, il ne veut pas trop non plus insister sur les Juifs. Il faut pas mettre en valeur un groupe plutôt que il essaye de faire cette formule yougoslave où on parle plus d'ethnie, où on a ce projet socialiste commun, etc. Donc ça explique aussi ce silence sur la composante juive de la chose. Bon, après évidemment, pour Debreceni, oui, c'est l'expérience juive qui... il est très clair pour lui qu'il est victime des persécutions antisémites qui ont été mises en application dès 1941, à partir du moment où la Hongrie récupère cette région de la Yougoslavie démantelée par les nazis avec l'aide militaire des Hongrois. Et il y a toute une série. En fait, en Hongrie, depuis 1938, il y avait une série de lois et de décrets antisémites qui avaient été adoptés, qui faisaient déjà des Juifs des citoyens de seconde zone, qui étaient privés de leur travail, privés de tout un ensemble. Par exemple, vous n'aviez pas le droit de vendre du sucre. Et ça va s'accélérer de plus en plus. En 1944, on pique les vélos des petites filles juives parce que
Un juif n'a pas le droit de posséder un vélo. Enfin bon. Et donc tout ça va s'abattre au fur et à mesure sur le quotidien des juifs de Serbie du Nord, hein, donc de cette région en particulier qui s'appelle la Batchka. Et les choses sont très claires pour lui. En plus, c'était un journaliste, donc il était un peu informé, mais pas complètement. Hein. Et c'est intéressant parce que d'un côté, il sait ce qui se passe et il voit bien ces lois arriver dans sa vie. Et de l'autre, comme la majorité des Juifs hongrois, il en parle beaucoup au début de son témoignage. À aucun moment, alors que ça arrive tard, hein, c'est ça la spécificité de la Shoah en Hongrie, c'est que ça arrive très tard. Les déportations commencent le 15 mai. Il faut penser que 6 juin, c'est 3 semaines plus tard, hein, le débarquement allié. L'armée rouge est déjà en train de repousser la Wehrmacht nazie. Donc, bon. Mais ils n'y croyaient pas, en fait. C'est Simone Veil qui en parlait très, très bien. Je me rappelle notamment dans plusieurs de ses témoignages, notamment la préface qu'elle avait faite à l'album d'Auschwitz qui avait été publié il y a peut-être 15 ans dans ses... je crois que c'était... le Mémorial avait publié ça, non et elle parlait elle témoignait de l'arrivée des Juifs hongrois qui étaient complètement éberlués sur la rampe et qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, qui pensaient vraiment qu'ils allaient travailler. Alors d'accord comme des esclaves, mais ils ne concevaient pas majoritairement l'extermination active et massive qui les attendait. Joseph Debrezhny dit qu'il est au courant, il écrit qu'il sait, quand il arrive, il sait ce qui peut l'attendre. Non, pardon. En fait, il dit que il avait entendu parler d'histoires d'horreur, mais ce sont des histoires d'horreur de déportation, de travaux forcés, de ghettos, de massacres collectifs. Ce n'est pas l'extermination en tant que telle, ce n'est pas la chambre à gaz. Ça, il le découvre sur place quand il est à Auschwitz, en transit pendant quelques heures, et qu'il est transformé en détenu, en Häftling, puisqu'il reprend le mot allemand. Il a cette image de la chaîne capitaliste. Hein. On dit qu'il rentre dans le bâtiment de la douche et puis il en ressort transformé. Voilà, il est devenu ce que les Allemands appelaient un Stück. J'ai vu que dans votre livre, que j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup annoté de choses, et vous disiez qu'on parlait des Juifs par tête en France, mais dans le système concentrationnaire, un Juif, c'est un Stück. C'est un morceau. Donc, il n'y a même pas de corps. Hein, voilà. Ouais. Donc non, Debreceni, il apprend. C'est ça qui est assez intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il y a des choses qu'on a lues ailleurs, et il y a des choses totalement, pour moi, inédites, que j'avais pas vraiment lues. Lesquelles ? La dimension archipelesque du monde concentrationnaire. La hiérarchie me semble totalement inédite. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas jamais lu comme ça. Je n'avais jamais compris à quel point il y avait toute cette myriade de sous-camps. Parce que quand Auschwitz, on a tendance à penser à une espèce d'énorme camp-prison avec, bon voilà, alors il y a Birkenau, où il y a les crématoriums, et puis il y a Auschwitz, mais on ne pense pas à tous ces autres petits centres qui parfois sont juste éphémères. On monte des tentes, on force les esclaves à faire leur propre tente. Moi, j'avais l'image des baraques. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait des tentes. Lui, c'est ce qu'il raconte. Il parle des Zelt, qui est le mot allemand pour le mot tente. C'est vraiment... La tente n'est pas quelque chose à laquelle j'associais le système concentrationnaire nazi, par exemple. Et puis, vous l'avez dit, la hiérarchie. Alors, les hiérarchies, on le savait un peu par Primo Levi, mais Debreceni, lui, il va beaucoup plus loin. Je pense que c'est aussi parce qu'il est dans cette Yougoslavie socialiste et qu'il est peut-être plus sensibilisé à ces enjeux d'hiérarchie. Et peut-être il dit des choses... J'ai l'impression qu'il franchit... Alors, bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a moins de tabous sur certains éléments dans son témoignage
que peut-être chez d'autres auteurs, c'est-à-dire cette question de la solidarité et de la désolidarisation entre juifs, qui est très intéressante, qui pose beaucoup de questions, qui est vraiment très travaillée dans ce texte, où il y a des miracles du bien, comme disait Cartès, et il y a une infinie chaîne du mal qui contamine jusqu'aux victimes, jusqu'aux esclaves de ce système-là. Et j'ai toujours pensé que quand on reçoit de la violence, on la garde, et on voit bien que, oui, effectivement, c'est exactement ça. Voilà. Et là-dessus, sur les capots juifs, peut-être que c'est un de ceux qui a plus poussé le témoignage là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de dénonciation purement gratuite. Il y a vraiment un désir d'essayer de comprendre de comment ça s'est passé. Voilà. Comment on a fait participer des Juifs à leur propre extermination. Évidemment, c'est un thème qui, par ailleurs, personnellement, me touchait beaucoup, j'avais beaucoup travaillé en tant que scénariste, et donc j'ai retrouvé beaucoup de choses chez Debret Senig. Voilà. Il y a un passage sur les Allemands aussi, dans lequel il écrit que les Allemands sont sadiques, que il n'y a pas un autre peuple que les Allemands qui auraient inventé le nazisme. Est-ce que ça, on le lit chez Cartèche, par exemple? Non, pas du tout. Mais il ne faut pas oublier qu'entre Cartès et Debret Senig, il y a une demi-génération qui... Cartès, c'est un enfant de la Shoah. C'est quelqu'un qui a subi la déportation adolescent et qui écrit, qui publie dans les années 70, qui a commencé à écrire dans les années 60. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait partie de la génération, je dirais même, de ces auteurs qui vont de Semprún à Peter Nadash. Évidemment, j'ai que des noms hongrois maintenant qui me viennent en tête, mais Debret Senig, il est d'une autre génération. C'est un adulte qui subit ça de plein fouet. Cartès, lui, refusait totalement l'essentialisation des cultures. Hein. Et en ça, il avait appris une leçon de la Shoah. Est-ce que vous disiez tout à l'heure sur ce situationnisme, c'est que le bourreau peut devenir victime et la victime peut devenir bourreau, c'est quelque chose de très prégnant chez Cartès. Mais chez Debret Senig, il y a une forme d'essentialisme. Et on la voit... pour parler des... Moi, j'ai trouvé que c'était assez peu, finalement. Il y a quelques passages comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt mis en scène dans des dialogues avec des contradictions. Et j'ai pas l'impression qu'il ait réglé nécessairement la question. Théorique. Non, c'est pas théorique. C'est beaucoup plus dans le questionnement. Est-ce que... Et en même temps, on sent qu'il y a toute cette réflexion sur mais comment est-ce que le peuple qui a inventé de tels génies, de tels éclaireurs de l'humanité, des penseurs, des musiciens, soit voilà, aussi sadiques. ça revient. Comment est-ce que voilà, ils ont produit Ilse Kor, la femme du commandant de Buchenwald, de triste mémoire, et Kor, celui qui découvre le Bastille. Donc ben on voit que c'est dans des dialogues. Ça, c'est intéressant que ce soit dans des dialogues. C'est pas théorique, c'est pas affirmé, c'est une question. C'est beaucoup plus affirmé, en revanche, quand il parle des différents juifs, des différentes communautés juives, en particulier des juifs grecs. Et ça, je comprends pourquoi il est passé dans cet essentialisme-là, parce qu'il veut combattre la théorie raciale du nazisme, mais il le fait aussi avec les moyens rhétoriques traumatisés qu'il a reçus de sa déportation. Enfin, on sent bien. De toute façon, ce témoignage a des marques de traumatisme extrêmement fortes. Le texte est incroyable. C'est d'un lyrisme totalement brisé et contenu. C'est là où on voit que ça a été un poète. Il y a une phrase qui m'a fait vraiment froid dans le dos, et à chaque fois j'y reviens et je me dis c'est incroyable. Il y a toute une galerie de personnages vraiment remarquables dans ce livre. Et il y en a un, c'est le docteur Farkash, qui va revenir
plusieurs fois dans le livre, qui est un personnage important. Et quand il se présente pour la première fois à Debreceni, il dit « J'étais le docteur Farkas ». Et j'ai eu un frisson extraordinaire parce que ça m'a rappelé dans le drapeau anglais de Imre Kertész. Kertész qui raconte cette anecdote sur un autre écrivain, plus vieux, donc même plus vieux que Debreceni, qui lui, alors n'a pas été déporté, mais a été persécuté, a été envoyé au travail forcé des Juifs en Hongrie, et qui ensuite, après la guerre, se présentait en disant « J'étais Erne Seep ». Voilà. Et ça, pour moi, c'est une des forces de ce livre, c'est ce côté j'étais. Et on sent que c'est un revenant qui nous écrit. Un de ces revenants, comme je sais pas si certains d'entre vous ont lu À pas aveugle de Par le monde de Leib Rachman, qui est ce texte yiddish absolument extraordinaire et qui insiste beaucoup sur cette figure du revenant, le rescapé, mais en fait, c'est pas le rescapé, c'est le revenant, voilà, qui sera pour toujours coincé entre la vie et la mort. Et en fait, moi, j'ai retrouvé ça dans ce texte. Vous évoquez, merci beaucoup Clara. Oui. Vous évoquez, non, c'est très bien. Vous évoquez le maccarthisme qui aurait pu être un frein à la traduction de Crématorium froid, parce que à la fin du récit, il est question de la libération du camp par l'armée rouge, et néanmoins, Joseph Debreceni n'était pas communiste et il l'a payé en n'ayant pas de poste après la guerre. Non, j'ai pas trouvé ça. Alors, Debreceni, c'est encore un inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, la postface que ça a engagé pas mal de recherches de ma part, parce qu'en fait, on le connaissait pas. Il y avait une petite notice bibliographique qui traînait dans un dictionnaire hongrois. Voilà. Mais il n'y avait rien. Donc, j'ai essayé d'éplucher les journaux de l'époque. Les journaux de l'après-guerre, etc., les journaux des années 30. Bon, il y a une super base de données ils ont tout digitalisé énormément de titres de presse. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire ça avec un petit bonhomme. Et du coup, j'ai pu retracer pas mal de choses de sa vie. Je n'ai pas vu vraiment de répercussions néfastes sur. C'était pas un résistant, hein, c'était pas un anticommuniste. C'est quelqu'un qui a passé les 30 années restantes de sa vie à écrire. Les témoignages d'écrivains que j'ai pu trouver, qui l'ont connu, disent qu'il était claquemuré dans son petit appartement envahi par les livres, qui a refusé de remettre le pied dans sa région, qui est jamais retourné en Voïvodine, jamais retourné en Serbie du Nord. Il vivait à Belgrade. Où il a été enterré. Parce qu'il ne voulait pas rencontrer des gens qui avaient dénoncé, il voulait pas prendre le risque de tomber sur ces personnages pas purgés, comme partout en Europe. Hein. Enfin, on sait bien que les purges ont été extrêmement limitées, incomplètes, et voilà, et arbitraires. Bon, c'est un chapitre compliqué, et donc c'est quelqu'un qui écrivait dans les journaux, avait une émission littéraire, écrivait des petits textes à la radio. C'est quelqu'un qui a vivoté. C'est un survivant, quoi. Donc c'est quelqu'un qui a survécu, qui a continué de survivre, qui s'est jamais remarié. Sa femme, donc, a été, elle aussi, déportée et a été assassinée à Auschwitz. Voilà, qui a refusé toutes les invitations pour revenir dans cette région dont il avait été vraiment un des membres phares de la petite génération littéraire qui commençait à se lever dans l'entre-deux-guerres. Voilà. Merci beaucoup. Isabelle Cohen, bonsoir. Ah oui, pardon. Oui. Ça va. Bonjour. Ouais. Ça marche? Oui, ça marche. Ouais. D'accord. Bonjour et merci pour cette invitation qui me touche et me bouleverse. Voilà, le mémorial de la Shoah. Votre livre est sorti en mai dernier, Revenir raconter.
c'est l'histoire de votre mère, Marie-Elisa Nordman-Cohen, née en 1910, décédée en 1993, qui a été déportée en 1943 à Auschwitz pour résistance, dans le même convoi que Charlotte Delbo. Et elle a ensuite été envoyée à Ravensbrück, à Mauthausen, et elle est rentrée à Paris 27 mois plus tard. Et c'est une femme qui a parlé de ce qui lui était arrivé. Et votre livre est un tricotage de souvenirs à partir de ses souvenirs. Tricotage de souvenirs, c'est une expression que vous utilisez pour qualifier un livre de Boris Cyrulnik. Et c'est ce que vous avez fait dans votre livre qui a la forme d'un abécédaire. Il commence par la première lettre d'Auschwitz et se termine par la dernière lettre d'Auschwitz. Et c'est un chaos ordonné, un portrait un composite en éclats de votre mère, de ce qu'elle disait, qui était une femme à l'intelligence vif-argent, très, très vivante, de ce qu'elle disait, des phrases qu'elle lâchait de façon intempestive, de ses rituels, de ses habitudes, de ce qu'elle faisait. Comment transmettait-elle? Est-ce qu'elle transmettait volontairement ses souvenirs ou est-ce que vous avez attrapé ces souvenirs au vol comme ça? À nous, la famille, vous voulez dire, à nous, les enfants? Oui. Non, c'était pas volontaire, c'est ce que vous dites, on attrapait tout au vol, mais évidemment, avec une mère qui a été déportée et dont on était proche émotionnellement, sensoriellement, charnellement, chaque miette, elle faisait mouche. Et surtout, cette personne qui était ma mère, était une combattante. Elle a commencé à témoigner dès son retour, dès le mois de mai. Elle est arrivée à Paris le 1er mai. Dans le courant du mois de mai, elle faisait des meetings en Bretagne où elle était allée retrouver son fils. Et elle a écrit beaucoup dès ce moment-là. Et la déportation, alors c'était pas toute sa vie. Elle était enseignante, elle nous avait, nous. Oui, elle était chimiste, mais depuis la guerre, elle avait vraiment eu du mal à reprendre, disons, des activités de recherche. Donc, elle s'est plutôt tournée vers l'enseignement, surtout après, comme elle disait, avoir été foutue à la porte du CEA en 1952. Mais la déportation, on entendait... disons qu'elle ne nous en parlait pas. Parfois, ça faisait irruption, effectivement, à table, si on rechignait à manger ou si on laissait des croûtes de pain ou les croûtes de camembert. Et parfois, elle disait ça. Oui, au camp, on ne faisait pas ça. Mais sinon, bon, il n'y a pas les portables. Donc, il y avait un seul téléphone à la maison. Et du coup, dans la pièce principale où nous, les enfants, bien sûr, on venait chercher un peu de chaleur humaine et on sortait de nos chambres, et bien, on l'entendait au téléphone avec ses copines et ses collègues de l'amicale d'Auschwitz. Donc, la déportation, ça a été disons, l'élément qui a à la fois fracassé sa vie et a fondé toute la fin de son existence. Et bien sûr que ça nous est parvenu comme ça. Mais pas seulement, c'est parce qu'il y avait aussi tous les livres à la maison. Et du coup, je ne sais pas si intentionnellement elle laissait traîner certains, mais peut-être. Mais de toute façon, on était curieux, on était des lecteurs et on faisait de la compétition entre nous. Et donc, quand mon frère Yves a été lauréat, par exemple, du concours de la résistance, je sais pas, très, très tôt quand il a été instauré, il était en 3e, moi j'étais en 6e, mais j'ai dit pourquoi pas moi? Enfin bon, c'est une réaction de gamine, et du coup j'ai lu tous les livres qui traînaient.
sur la déportation. Non, qui ne traînaient pas, qui étaient rangés, mais ils étaient rangés à divers endroits. Donc oui, c'est aussi parvenu comme ça par les livres, parce qu'elle en avait énormément elle a toujours essayé de donner du sens à ce qu'elle avait vécu. C'était tellement insensé. Donc elle avait énormément de livres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien, oui. Est-ce qu'elle commentait ses lectures ou... Est-ce qu'elle commentait ses lectures? Non. Ce qu'elle nous... bon, elle a quand même fait partie de ce convoi... on dit le convoi des 31 000, puisque quand elles sont arrivées à Auschwitz, elles ont été tatouées dans les 31 000. C'était le convoi de Charlotte Delvaux. Et donc, Charlotte, peut-être qu'elle commentait Charlotte, c'était une amie proche, mais sinon, je pense qu'elle commentait pas. Elle a peut-être un peu essayé de commenter Bettelheim. Et c'est drôle, c'est le livre qui m'a jamais le plus touchée. Enfin, je ne sais pas si c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est un effet de cause à effet quand même. Mais de toute façon, ce qu'elle disait, je pense qu'on a plus, je veux dire, été touché et transformé et été façonné plus par le non, pas le non-dit, c'est pas qu'elle ne parlait pas d'Auschwitz, mais parce qu'il ne nous était pas adressé à nous. Parce que ce qui nous était adressé à nous, peut-être qu'on aurait eu peut-être tendance à le rejeter. Voilà. On était des gosses quand même. Voilà. Vous pouvez expliquer comment la forme, Isabelle Cohen, la forme du livre vous est venue? Alors cette forme d'abécédaire, mais en fait, c'est à un moment, j'avais beaucoup de textes et ben, je vais vous décevoir, mais en fait, c'était une sorte de simplification. Je ne savais pas trop quoi faire de tout ça. Et alors, évidemment, il y a le fait qu'Auschwitz commence de A à Z et un jour, ça commence par A, finit par Z, et un jour, ça m'est venu à l'esprit que voilà, c'était Auschwitz de A à Z, mais la forme abécédaire n'est pas arrivée tout de suite. Elle m'a bien servi pour pouvoir non pas seulement ordonner le livre, mais même l'étoffer. Je ne suis pas écrivain du tout. Du coup, c'était pas mal. Du coup, si je trouvais la lettre C, tout d'un coup, je pensais, voilà, j'ai pensé au petit carré du petit macaron des manifestations qu'elle avait gardé toute sa vie dans un tiroir. Et hop, j'avais trouvé la forme de mon texte. Mais voilà, c'était pas au départ du tout délibéré. Hein. Au départ, j'ai fait cette masse de choses. Et puis... Mais une fois que j'ai trouvé la forme, c'était mieux quand même. Parce que j'ai dû beaucoup travailler. J'ai beaucoup lu, beaucoup appris. Par les livres et même par Internet, parfois. Et du coup, parce que maman parlait beaucoup d'Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, l'extermination des Juifs et des Tziganes. Mais elle ne nous a quasiment jamais parlé de Ravensbrück ou de Mauthausen. Mauthausen, c'est un peu spécial parce que je suis quand même allée avec elle. Et mon père, en 69, on est allé dans ce camp l'été. On allait en Roumanie. C'était les débuts de Ceausescu, mais bon, ça, je m'en souviens. Et les premiers pas des Américains sur la Lune. Et on est passé par Mauthausen, alors, bon, moi j'avais 15 ans, mais on se rend compte que ça devait être effroyable. On était en plein été, il y avait un vent considérable, il faisait froid, il y avait cette carrière, cet escalier énorme, et maman qui devenait un peu déliquescente, forcément, en revenant sur ces lieux, mais... on est parti d'où? J'ai déjà oublié. Voilà. Du coup, vous n'avez pas été à Auschwitz? Non, mais ça, c'est délibéré. Alors, ça aurait fait plaisir à ma mère. Hein.
c'est pas que je voulais pas lui faire plaisir. Je voulais bien lui faire plaisir, mais pas en allant à Auschwitz. Parce que mon frère y est allé. Le premier, c'est mon frère Yves, qui est historien. Et ça, j'ai bien perçu qu'elle était ravie qu'il soit allé à Auschwitz. C'était très important pour elle. Et mon autre frère y est allé, mais après la mort de ma mère. Et moi, je suis tellement souvent rentrée dans le camp en pensée et en même temps tellement souvent sortie par la même pensée, c'est-à-dire par d'autres pensées qui faisaient que dès que je rentrais dans le camp, j'essayais d'occulter et de ne pas me faire d'image, et que c'est ça qui m'a permis de continuer. Et du coup, je n'ai pas besoin de me donner des émotions fortes, quoi. Bon, d'autant plus maintenant à l'âge que j'ai, mais j'en avais pas besoin. Je pense que émotionnellement, par rapport même à la déportation, j'étais beaucoup plus proche de ma mère que mes frangins qui sont allés au camp. Donc, c'est passé beaucoup plus de mère à fille. Chez mes frères, ça a été plus intellectualisé. Bon, déjà, c'est des intellectuels plus que moi. Et du coup, non, c'était délibéré de ne pas aller à Auschwitz. Je peux vous demander quel métier vous avez exercé, parce que vous dites que vous n'êtes pas écrivaine. Moi, j'ai fait de la recherche en sociologie, voilà, et après en sociolinguistique. Donc évidemment, ça nécessite d'écrire un peu, mais on écrit des choses avec des notes en bas de page, parce qu'on fait comme les collègues, et on n'écrit pas vraiment de la littérature, quoi. Mais c'est un livre, Voilà. livre très littéraire et très beau. Donc, voilà, donc, disons que la forme du livre, enfin la forme. Je me pose aussi les questions de légitimité, comme tout le monde. Est-ce qu'on est légitime à parler de ça? C'est pas parce que je suis fille de déportés que je suis légitime finalement. Je me pose cette question-là, et puis surtout la question de la transmission. Donc finalement, ma mère étant été une championne de la transmission, pour dire les choses un peu comme ça, elle a passé quand même des années, des moments très fréquents, enfin aller dans les collèges, dans les lycées, parler de la déportation, de la résistance, et faire des liens avec la période qu'elle vivait. Et Dieu merci, elle ne connaît pas la période actuelle. Elle a passé tellement de temps que ça. C'est pas que je me sentais un devoir, mais c'était comme ça. C'est ça qui m'a travaillé. Mais déjà, je ne peux pas le faire, mais je ne pouvais pas écrire de manière linéaire, déjà, du berceau à la tombe, par exemple, comme on dit par chez moi dans les Cévennes, ou bien écrire, disons, de manière emphatique, amphigorique, non. Et comme j'avais déjà, en fait, il y a une quinzaine d'années, écrit des poèmes, parce qu'en fait, quand j'écrivais autre chose que de la sociologie, j'en ai pas écrit beaucoup, je n'écrivais que là-dessus, et c'était sous forme de poèmes, parce que, je sais pas, ça permet d'aller droit au but, et en même temps d'avoir une certaine distance. Ça fait plaisir aussi. Moi, j'ai eu des moments où, quand j'écrivais, je riais toute seule. Bon, maintenant, quand je me lis, je pleure plus que je ris, mais bon. De toute façon, je ne pouvais pas écrire autrement que comme j'ai écrit. On écrit, je pense, j'essayais d'écrire au plus juste de ma pensée, et ça donne des poèmes. Ben voilà, du coup, allons-y. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu un éditeur pour publier ça. C'est un très beau livre. Que je vous remercie. Isabelle Cohen, avez-vous lu Le crématorium froid et le livre d'Ananda Devi? Alors, non, je n'ai pas lu Le crématorium froid. Déjà, j'avais pas le temps, mais en plus, je le lirai.
je vous assure que je le lirai, mais il y a des moments où on ne peut pas. Enfin, moi, je ne peux pas. Il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où j'ai mis à distance la déportation. Quand j'ai eu des enfants, bien entendu, j'ai essayé de ne pas leur transmettre ce que m'avait transmis ma mère. Malheureusement, je vivais, et je vis toujours d'ailleurs, et leur père est aussi je dis malheureusement, c'est malheureux comme mot, leur père est aussi fils de déporté. Donc, lui, ça ne le gênait pas d'en parler beaucoup. Moi, j'ai essayé de ne pas reproduire, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais pas seulement, je veux dire, comme il y a des longs moments que j'ai mis à distance la littérature sur les camps. Et du coup, bon, là, j'avais vraiment, j'ai choisi de dire d'abord Ananda Devi. Et du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'ai quand même bien regardé. J'ai vu que c'était littéraire, que ça allait apporter beaucoup. Voilà, donc je le lirai, mais je ne l'ai pas lu. Alors j'ai lu Ananda Devi, par contre, le livre sur Montluc. Voilà. Et ça ne vous a pas fait pleurer. C'est un livre que vous arrivez à lire sans... Alors, est-ce que ça m'a fait pleurer? Je connaissais beaucoup de choses sur Montluc. D'ailleurs, certaines voilà, enfin bon, surtout l'histoire de Raymond Aubrac, Chamboulin, enfin, je savais que des Algériens avaient été enfermés à Montluc. Je connaissais un peu le destin de la prison. Ça m'a fait penser que en 2014, il y avait eu à Avignon une exposition d'œuvres d'art dans l'ancienne prison d'Avignon. Et l'ancienne prison d'Avignon s'appelait Sainte-Anne. Elle était fermée très tardivement et elle était derrière le Palais des Papes. Et donc, pendant des années, je suis allée au spectacle au Palais des Papes, ou pas loin, boire un coup sur la place, etc., sans avoir une seconde conscience qu'il y avait une prison à côté. Et ça m'a fait tout ressurgir, toutes les émotions que j'ai eues effectivement en visitant l'expo. Moi, c'est la prison que j'ai visitée avec ces sols, tachés, polis, ces rampes polies par tous ces prisonniers qui se sont agrippés à ces rampes, ces cours de promenade minuscules, etc. Et la cellule où a été enfermée Marceline Loridan, dans laquelle il y avait un petit film où elle dit oh, vous dites que c'était affreux sûrement cette prison. Elle dit mais c'est le paradis à côté de ce que j'ai vécu après. C'est tout ce que j'ai retenu du film, mais ça m'avait beaucoup frappé quand même. Enfin, la Marceline. Hein. Et donc, ça m'a remis ça en mémoire. Sinon, j'ai apprécié bien sûr le tricotage que j'ai fait moi-même entre le passé et le présent. Et ce présent qui est encore plus terrifiant cette année, je dirais. J'ai beaucoup apprécié ça. Puis les questions qu'on se pose personnellement. Il y a des très belles phrases que j'ai notées. J'en ai 2 pages là notées, de très belles phrases. J'ai quand même été un peu interloquée justement par cette histoire du bourreau. Est-ce qu'on peut être bourreau un jour et victime de bourreau un jour et bourreau soi-même le lendemain? À propos des résistants, j'avoue que ça m'a beaucoup choquée parce que je pense que l'itinéraire de Devigny est très rare et qu'effectivement, après Montluc, ça a été aussi une prison pour tous les gens qui résistaient à la guerre du Vietnam, d'Indochine, pardon, et à la guerre d'Algérie. Et que moi, je ne souscris pas à ça. Ça m'a un peu affecté cette manière de voir, voilà. C'est-à-dire, vous ne souscrivez pas à quoi Au fait qu'on puisse dire, surtout après avoir visité même la cellule de Barbie, qui est quand même ce monstre froid, que peut-être on aurait pu être monstrueux soi-même. Ah. Oui, voilà. Moi, je dis non.
c'est très choquant. Ça me choque beaucoup. Ça me choque beaucoup. Je comprends qu'on... Moi, je me suis vraiment posé la question du courage quand on voit tout ce qu'ont fait ces femmes et tous les résistants, le courage de ces personnes. Je pense que j'aurais pas eu ce courage. Je le pressens. Bon, maintenant, tout est tellement différent, mais j'ai une admiration énorme pour ces personnes qui ont eu un courage fabuleux de résister, de mettre leur vie en danger. Comme par exemple l'amie de maman, France Bloch, Serrazin, qui, alors elle, c'est pareil, c'est passé par voie, sa vie, sa geste est passée dans notre inconscient par voie inconsciente justement. Mais non, ça c'est ce qui m'a choqué dans votre livre. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Enfin, c'est bien d'avoir un livre sur Montluc. Voilà, c'est très bien. Ananda Devi, oui. Vous voulez répondre, oui. Oui, je voulais dire que ce n'était pas du tout généralisé à tout le monde. C'était juste la question qui se posait autour de André de Vigny, qui effectivement a un parcours très particulier, mais aussi à propos d'un des prisonniers algériens qui revient après, dont on a pensé qu'il récupérait un peu cette histoire. Mais c'était surtout pour... bien sûr, je reconnais ce courage extraordinaire et que la question que je pose dans le livre, c'est qu'est-ce que nous aurions fait, et que personne ne peut juger les autres en disant « Ah ben oui, ils sont comme ci ou comme ça », alors que nous-mêmes, on ne sait pas. Personne ne sait face à des événements pareils quelle serait notre réaction. Mais je crois que peut-être l'un des crimes, entre guillemets, c'est l'indifférence. Aujourd'hui, une sorte de passivité face à tout cela. Et falsification de l'histoire qui revient aussi, grâce aux réseaux sociaux, et qui revient en force. On mélange tout, on dit tout et n'importe quoi, tout est vrai, etc. Et ça, c'est vraiment difficile. Ce que je voulais dire à propos du livre Le crématorium froid, c'est qu'il y a une personne déportée juive hongroise que je crois on a aussi traduit très tard en France, c'est Edith Bruck, qui est pourtant une notre voisine, parce qu'elle écrit en italien, elle a vécu, elle vit toujours, je pense d'ailleurs, et qui, il y a 2 ou 3 ans, on a publié des livres qui sont absolument fondamentaux. Aux éditions du Sous-sol, je crois. Oui, oui, c'est ça. Oui, après oui, ça fait 2 ou 3 ans, peut-être 3, 4. Oui. Et elle aussi, c'était une femme qui, à 90 ans, elle a encore témoigné. Elle a encore témoigné de ça, alors qu'elle a aussi eu une autre vie, mais elle a des très beaux poèmes, et elle a des très, très beaux textes, et chaque fois qu'elle allait témoigner, elle tombait malade, un peu comme vous, quand vous avez des mal au dos en rentrant à Montluc. Elle tombait profondément malade. Mais Edith Bruck, c'est quelqu'un à lire. Ouais, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Clara Royer, vous voulez dire quelques mots sur l'un ou l'autre livre, sur le livre d'Isabelle Cohen ou sur celui d'Ananda Devi? Oui. Merci. Non, bah, on va peut-être continuer un peu avec Ananda Devi alors, parce que comme ça, voilà, je reviendrai après sur votre livre. Vous disiez, parce que vous disiez, oui, c'est important qu'il y ait un livre sur Montluc. Moi, je ne l'ai pas lu que comme un livre sur Montluc. En fait, pour moi, c'est presque, ce n'est qu'une partie de ce livre. Et en fait, moi, j'ai été j'ai vraiment été surprise aussi parce que je ne pensais pas que j'aimerais ce livre autant. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce livre me faisait rencontrer plein de destins et plein de livres aussi. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment bouleversée. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous disiez la jonction entre le passé et le présent. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la jonction, c'est la réinscription
de ce palimpseste mémoriel, parce qu'il y a plusieurs strates temporelles dans cette prison, mais que ce palimpseste soit replacé dans le livre du monde, si vous me pardonnez cette expression. Tout d'un coup, je me sens pompeuse, là, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, vous commencez pas par parler de la Shoah, pas parler de Jean Moulin, non, vous commencez par parler de vous et d'où vous venez, et vous avez une et je crois vraiment foncièrement ce que vous dites. Vous parlez d'un de vos confrères littéraires, Michael Ferrier, vous parlez de la façon dont il a situé son identité, il a situé au Japon, et vous dites, je dis situé, mais aucune identité n'est fixe. Et je me suis dit, situé, mais c'est brillant comme terme, c'est exactement ça. Voilà. Et moi, en fait, c'est ça ce que j'aimais. J'ai aimé rencontrer Camus dans ses pages. Je me suis dit, mais zut, à un moment, vous parlez, je suis nulle avec les noms, ce qui pour une prof est quand même assez honteux, mais vous parlez de ce poète. René exactement. Lénaud. Et je me suis dit, mais zut, alors ça va être impossible à trouver son recueil, parce que vous dites que ça coûte 2000 €, qu'on ne trouve plus de... Oui. Voilà, et je me suis dit, mais c'est génial. En fait, j'aime les livres qui me donnent envie de lire d'autres livres. Vous voyez, j'ai ça avec quelques écrivains, j'ai ça avec Sebald, par exemple. J'ai ça dans les contemporains, j'ai ça avec Loba Jorgensen, par exemple, pour parler d'une écrivaine contemporaine que je respecte, qui est aussi publiée chez Verdier. J'aime les écrivains qui m'emmènent dans un voyage littéraire aussi, et pas littéraire, les petits papillons, et voilà, mais voilà. Et il y a ça aussi dans votre livre. Il y a cette générosité des références, on nous embarque vers d'autres destins. Voilà. Ce sont des choses qui me touchent particulièrement. Et pour moi, en fait, moi j'ai aimé votre livre parce que ça entremêlait deux questions qui sont brûlantes. Je suis sûre qu'ils sont pour beaucoup, beaucoup de lecteurs. C'est celle de renoncer à l'illusion identitaire tout en se demandant comment on se situe par rapport à la mémoire. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Vous écrivez, merci beaucoup. Vous écrivez à Nanda Devi, l'identité, cette chose que j'ai toujours détestée de toutes mes forces. Et en ce moment, quand on pense au Moyen-Orient et aux crispations, c'est une phrase importante. C'est la source d'énormément de mots. D'autant plus que, moi, je me suis toujours décrite comme un être hybride, parce que je le suis, culturellement, biologiquement, etc. Mais qu'en plus, on a soi-même intérieurement des identités multiples. Donc cette idée d'identité monolithique, ça ramène aussi à une race pure, entre guillemets, etc. Et je pense que c'est vraiment l'une des sources principales de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais si je peux dire quelques mots aussi, sur votre livre, Isabelle Cohen, quand j'ai commencé à le lire et à entrer dans cette manière de raconter qui m'a tout de suite fascinée, parce que là, on n'est pas dans un récit, on n'est pas dans le roman, on est dans une espèce d'impressionnisme, je dirais, comme un tableau impressionniste de votre mère, ce mélange des genres aussi, le théâtre à un moment donné, et une poésie extraordinaire. Vraiment, je me suis dit, ce qui peut-être dans nos 3 livres est particulier, c'est que on peut raconter cette histoire-là ou ces histoires-là, mais de manière complètement différente, les aborder de manière différente, et pourtant, au fond, être en train de parler de la même chose, de cette humanité qui a tellement souffert, mais qui a résisté également. Donc j'ai aimé ce parti pris de briser le récit et de le saisir de différentes manières. Et d'ailleurs, on le lit très bien. Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de difficulté à le suivre, malgré ce détricotage, en fait.
Et pour le livre Le crématorium froid, j'ai été non seulement bouleversée, mais vraiment étonnée que ce ne soit que maintenant qu'il soit connu, parce qu'on a toujours connu Primo Levi, et là c'est aussi le texte d'un écrivain, d'un poète, il y a aussi une beauté dans l'écriture, et en même temps on sent charnellement chaque moment, chaque souffrance, la saleté effroyable et oui, on sent la peau, sa peau sur les os, quoi. Et en même temps, on ne peut pas lâcher ce livre. Il est magnifique. Et je vous remercie vraiment pour la traduction aussi, qui, je pense, a été très dure dans tous les sens, mais qui se lit d'une manière extraordinairement belle. Bravo. Merci beaucoup. Avant de faire passer le micro pour d'éventuelles questions, je vous remercie toutes les trois, merci beaucoup. Et je me permets de donner un conseil de lecture à propos de l'identité. Il y a un livre qui vient de sortir chez Stock, une maison d'édition qui est représentée par 2 personnes ce soir, qui s'appelle Tenir tête, qui est de Paul Audy. Et Paul Audy est franco-libanais. Et tenir tête à l'antisémitisme, et c'est un livre où il est question de la crispation sur une identité. Et, voilà. Et Paul Audy avait écrit il y a 2 ans Troublante identité, qui était une amorce de Tenir tête. Voilà. Est-ce que vous avez envie de lire un passage soit de Crématorium froid, soit de vos livres Ananda Devi et Isabelle Cohen? Bon, alors on va le faire par génération. Donc, ce sera moi, la plus vieille. Bien. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole parce que nous avons 2 écrivaines. Et donc, je vais vous lire juste un petit passage qui se passe... alors, le crématorium froid, on n'a pas explicité ce qu'était le titre, mais il s'agit d'un camp-hôpital, qui est une réalité qu'on connaissait très mal avant ce témoignage, je pense. C'est un soi-disant camp-hôpital, c'est un mouroir, en fait. Quand les camps de concentration et d'extermination étaient évacués à l'approche des armées alliées, par les Allemands. Ils ont envoyé une partie des détenus les plus mal en point qui ne pouvaient pas faire les marches forcées, entre autres à Dernau, où se retrouve Debreceni à la fin, où il manque mourir plusieurs fois du typhus et d'autres maladies, de cette saleté. Voilà. Donc, je vais lire un petit extrait qui précède l'arrivée de Debreceni à Dernau, alors qu'il est dans un autre camp annexe qui s'appelle Eule. Voilà. Et donc, sa décision de partir, lui, à ce moment-là, il ne sait pas qu'il va arriver dans un crématorium froid. Il pense qu'il va arriver au crématorium chaud. Voilà. Donc, ils sont réveillés en plein milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, par donc le chef du petit camp et le médecin juif hongrois qui fait partie des huiles. Ils sont un de ces fonctionnaires du camp qui n'ont jamais été très tendres avec les autres détenus, mais là, voilà. C'est ce médecin qui parle. Les gars, bredouille le médecin, et lorsque la lampe torche éclaire son visage, on peut voir qu'il est jaune cireux. J'ai une tâche pénible. Je ne peux pas parler longtemps. Cette bête sauvage voulait à peine me laisser parler hongrois dans les tseltes hongroises. Bref, ce qui se passe, c'est que je dois choisir 400 hommes. Ceux-là partiront à l'aube. Pour où, à ce stade, personne ne le sait avec certitude. Je ne veux tromper personne, si je vous le dis ouvertement. Selon des informations officieuses, la destination est Birkenau. En tout cas, c'est ce que le commandant pense. Vous connaissez la suite. Sa voix s'étrangle, ses paroles tournent au bégaiement. Moi, je répète ça pour la 34e fois cette nuit. Je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un meurtrier de masse. Je ne veux pas être ça, je ne supporte plus. Je ne sais pas quoi vous dire. Dieu punisse ces malfrats, c'est monstrueux. Il balaie notre compagnie d'un regard implorant. Est-ce qu'il y a des volontaires ?
Nous avons du mal à comprendre ce qui vient d'être dit. Pétrifiés, nous fixons les uniformes gris qui piétinent impatiemment, les 3 Häftlinge dont le rude orgueil a été écorcé par l'instant glaçant. Eux aussi sont des esclaves comme nous. Demain, leur tour viendra peut-être. Also was ist denn? Alors il se passe quoi? Le commandant s'impatiente. Il faut parcourir encore beaucoup de Zelt, les fameuses tentes. Katz jette un regard à la liste. On se presse, les gars, personne. Alors, je dois quand même... Évidemment, j'ai perdu ma page. Pardon. Excusez-moi pour ça. Laisse, j'y vais. De toute façon, je vais finir par clamser. 2 semaines de plus ou de moins, c'est égal. C'est Michi, le pickpocket. Ton numéro 72 154. Suivant. Il faut 4 hommes par Zelt. Allez, vite. 76 525. C'est Père Eldic le borgne. D'après la rumeur, c'était un mont en l'air avant de se faire prendre. Au diable tout ça, dit-il. Ce sera équipé tout confort aussi dans ce mouchard de poche. Le petit Bolgare me regarde d'un air interrogateur. Je hoche la tête. 37 608, tremble la voix du gamin. 33 031, dis-je du tac au tac. 4 soupirs de soulagement. Ça suffit. Ne vous découragez quand même pas. Après tout, c'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que vous partez d'ici à l'aube. En fin de compte, ça n'a presque pas d'importance, ajoute-t-il précipitamment. On va tous y passer tôt ou tard. Ananda Devi. Oui. Espèce nomade, l'homme depuis ses origines. Nulle terre ne devrait nous appartenir, et toutes. Nous ne possédons que le transitoire. Notre itinérance est jonchée de nos morts. Ainsi mesure-t-on le temps par les générations qui se sont succédées. La sédentarité a été notre première bifurcation ratée, les premières barrières érigées. Les guerres modernes sont encore des guerres tribales, chevauchant des frontières imaginaires. Nous récoltons aujourd'hui les fruits vénéneux de cette fausse route. Nous avons engendré le grand démembrement. Entre-temps naîtront de nouveaux résistants et de nouvelles violences. Des résistants avec une majuscule, ai-je envie d'écrire, parce qu'ils sont là, ils ne faillissent pas. Mais on ne les appelle pas des héros. Je me demande si on célébrera désormais le véritable héroïsme, celui qui s'insurge contre des pouvoirs impossibles à combattre. J'habite une blessure sacrée, écrivait Césaire. Nous entrons désormais dans la blessure sacrée et infinie des ancêtres imaginaires, leurs noms et leurs corps étant passés par la roue broyeuse de notre belle civilisation, celle du grand désastre. Une ignominie jamais nommée, l'aveuglement qui nous gagne, tous au plus fort d'un ouragan d'images. Ici, dans la prison, dans ma prison, car elle semble être devenue mienne, je sens que je l'habite, cette blessure sacrée qui transforme les nuits en combat. J'habite la ruine des clairs visages qui espèrent encore sous les bombes. J'habite la tristesse de ce vieux monde qui ne croit plus en rien et qui émiette la chair douce des enfants. Nul vol d'oiseau ne nous sauvera de nous-mêmes. Dans la nuit infinie de Montluc, des nuits s'ajoutant à d'autres nuits, le silence ne ressemble à aucun autre. C'est celui du vide, d'une noyade à bout de souffle, lorsque nous comprenons enfin que cette blessure sacrée, c'est le piétinement de nos deux mains, celle où nous endossons notre fait. Merci beaucoup. Isabelle Cohen. Je lis le dernier texte qui est hors alphabet, du coup, et qui s'appelle « Bétula ». Tu es digne de foi, fidèle. Tu es auriculaire et oculaire, direct et indirect. Tu es. Et moi, je suis hanté par toi, à la recherche du petit bout manquant, de la dernière consonne. Laissez-moi le torchon troué de mon enfance, sa trame et mon tribut, ses rayures, ma souvenance,
son va-et-vient, mon répit. Ainsi, je ne fais que te parler comme toute fille parle à sa mère, des heures au téléphone. Cependant, tu n'es plus. Vie ou théâtre? Tu as été, tu y as été, tu y fus, tu en es revenu, tu en as parlé, écrit, discouru. Alors de ta mort, tu y es retourné, tu as rejoint tes disparus. Témoin, c'est ta case. Victime, ta maison. Tu as passionnément aimé l'instruction de Peter Weiss. Les bourreaux étaient témoins à leur procès. Tu as été toi-même témoin dans des procès. Assignation, audition, comparution. Témoin vraiment? Ou présente à ta vie morte là-bas? Tu as laissé choir l'écorce. Tu l'as donnée en écritoire, de traits, de points, surface bistre à enrouler, message à déchiffrer, rature et bifure de la vie. Jamais je n'ai fait le voyage, le grand voyage. De nos jours, on peut faire de Paris en avion l'aller-retour en une journée, en passant par Cracovie et visiter le camp. On revient dans ses chaussons le soir. Il y a le départ, l'arrivée, le transfert, tout compris dans le prix du voyage, ainsi que le restaurant, le temps libre, la visite du musée d'Auschwitz, du musée. Tu ne m'as jamais parlé des boulots, jamais traduit le mot Birkenau, jamais dit le nom polonais. En polonais, tu nous as appris chouchou, faire pipi, c'est tout. Birkenau. Ce nom, je l'ai tété avec le lait du biberon. Pourtant, je ne savais pas les boulots. Brzezinka. Je ne connaissais pas le nom en polonais. Prairie au boulot, le dit de Marceline Loridan. Tous ces arbres derrière les barbelés. L'arbre de Goethe à Buchenwald, cher à Georges Semprún. Les arbres secs et creux des marais. Le camp 3 de Sobibor, clôturé de barbelés avec des branches d'arbres entrelacées après la liquidation de la révolte de 1943. Les SS dissimulèrent toute trace du camp en plantant des arbres et en construisant une ferme innocente. Mais y avait-il l'ombre des arbres? Dans les Alpes maintenant, quels échos, bruissements des voix, des cris de douleur, frémissements de peur. Quelle lumière passe entre les feuilles, quel ciel. L'ombre des morts s'est inscrite dans la terre à la lueur des flammes. La terre qui les porte les nourrit de cendres humaines. Ils sont restés là. Des voix agonisantes montent en eux. Ils sont beaux, leurs feuilles sont chants, leurs écorces, paysages de visages. Sais-tu que les jeunes Russes écrivaient leurs lettres d'amour sur des écorces de bouleau? Sais-tu qu'on boit la sève de bouleau pour se régénérer? Je le fais, moi, au printemps. As-tu vu les canaux des Indiens d'Amérique, leurs maisons, leurs paniers, leurs casseroles, leurs livres, les manuscrits sacrés de l'Inde, tant d'autres créations? De croix en bois de bouleau sur ta tombe, tu n'as point. De tombe, tu n'as point. Tu n'as pas été enroulé dans une écorce de bouleau. Tu n'étais pas une vieille indienne, juste une ancienne déportée. J'habite auprès des arbres alphabets de la mémoire du monde, près des bessades, des bessèdes, des boulassières, des mots oubliés. Tu m'as passé ce témoin. Il est en bois de bouleau. Le temps du non-oubli en a gravé l'écorce. Sur l'écorce, la trace. Birkenau. Voilà. Merci beaucoup à vous trois.
Et merci à vous tous.